Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Après les nombreux témoignages de collectivités, après le livre blanc très méthodologique de l'AFNOR, nous allons à la rencontre d'une consultante expert du cabinet Metapolis qui accompagne des acteurs dans leur démarche data et IA et qui vient également de publier un livre blanc sur le sujet. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue social, culturel, éthique, technique et toujours politique. Cause Commune 93.1 FM. Et vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web cause-commune au singulier.fm, sur notre app mobile qui marche aussi bien sur iPhone qu'Android, sur la bande FM à Paris 93.1 FM et sur le DAB+, si vous voulez nous écouter dans toute la France. En podcast également sur votre plateforme de podcast préférée. Merci, notre directeur d'antenne préféré, monsieur Olivier Gréco, de nous permettre cet espace de liberté et de nous construire tous ces si beaux outils pour faire vivre cette radio. Chers auditeurs, nous n'avançons que grâce à vous et à votre grand pouvoir, celui du partage et du like. Donc si vous appréciez Parlez-moi d'IA, il faut continuer à liker, à partager. Nous adorons aussi vous lire dans les commentaires, aussi bien sur LinkedIn que Spotify ou Apple Podcast. C'est notre seule récompense et en plus ça nous fait connaître parce que ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. On n'apprend jamais assez des expériences des autres en matière d'IA. Il y a bien entendu les pionniers qui ont essuyé les plâtres, qui cherchent, qui tâtonnent, qui se trompent, qui réussissent, qui partagent aussi. Et il y a tous ceux qui se lancent en cherchant à bénéficier de cette expérience. Et c'est très bien. Ce partage si précieux, nous l'avons organisé aussi à ce micro avec le témoignage direct de plusieurs collectivités. Vous les retrouverez dans nos émissions précédentes. On va continuer sous peu aussi à écouter d'autres témoignages de collectivités. On en a quelques-unes en réserve très intéressantes. Nous avons aussi bénéficié de l'expérience méthodologique de l'AFNOR. Et aujourd'hui, nous vous proposons de nous tourner du côté du conseil et du cabinet Metapolis, qui accompagne depuis plus d'une dizaine d'années maintenant les acteurs publics dans leurs actions autour des systèmes d'information, de la data, de l'IA, mais aussi d'ailleurs dans les démarches éco-responsables. C'est intéressant d'écouter aussi le point de vue souvent un peu plus large d'un acteur qui accompagne, qui guide et qui doit faire face à de multiples organisations et visions politiques. Chez Metapolis, ils ont compilé une grande partie de leur expérience dans un livre blanc intitulé « Le service public à l'ère de l'IA », où ils reviennent depuis leur fenêtre sur l'état actuel des usages et sur les bonnes pistes qu'ils conseillent de suivre. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous l'une des principales plumes de ce livre blanc qui va revenir avec nous sur tous ces enseignements. Bonjour Léa Goupil. Bonjour Jean-Philippe. Bienvenue dans le studio de Cause Commune. Parlez-moi d'IA, Léa, mais peut-être juste avant, quelques mots pour nous présenter le cabinet Metapolis. Et puis on reviendra aussi un peu sur vous quand même, sur votre parcours, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Alors donc Metapolis, c'est une petite société de conseil puisqu'on a une vingtaine de collaborateurs répartis entre notre siège qui se situe à Bordeaux et une antenne parisienne. Et donc, comme vous l'avez rappelé en introduction, nous intervenons exclusivement auprès des acteurs publics. Donc ça peut aller de collectivités de 10, 15, 20 000 habitants à des métropoles en passant par des départements, des régions, l'échelon national également avec des ministères, des administrations publiques, le Conseil d'État par exemple. On travaille également dans le monde de l'enseignement et de la recherche avec plusieurs universités, rectorats, des OPSN, enfin voilà, tous les acteurs publics dans toute leur diversité finalement. Et donc, comme vous l'avez également indiqué, ça fait à peu près 10 ans maintenant, puisque Metapolis a été créé en 2015, que nous nous sommes donnés pour vocation d'accompagner les transitions du secteur public, en particulier la transition numérique et tous les enjeux que cela sous-tend.
Oui, et je le disais d'ailleurs, parce qu'on peut le préciser, vous accompagnez aussi les transitions écologiques. Oui. Et donc c'est pas courant de faire les deux, de faire la transition numérique et éco-responsable également en même temps. Et en ce qui concerne votre parcours à vous, pour qu'on sache un peu de qui nous parle finalement, vous êtes allé vers ce métier et ces sujets-là, comment qu'est-ce qui vous a amené jusque-là ? Alors, donc moi j'ai un background en sciences politiques avec une coloration plutôt justement transition écologique. C'est pour ça que au sein de Metapolis, je travaille sur un certain nombre de sujets qui mêlent les deux, notamment tout ce qui tourne autour du numérique responsable, des budgets verts, du territoire intelligent et durable. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma coloration à moi. Et donc je suis consultante senior maintenant, puisque ça fait un petit peu plus de 6 ans que je travaille chez Metapolis. Et votre découverte alors commençons peut-être par la data déjà. Comment vous avez fait des sciences politiques, ça mène pas automatiquement à la data. C'est quoi vos premières expériences en data et comment vous voyez finalement ce que la data apporte à votre vision en sciences politiques? Alors effectivement, c'est pas forcément directement lié, ou en tout cas ça va pas de soi. Il se trouve que moi j'ai eu des cours lors de mes études sur la ville, et notamment la ville de demain. Et c'était ça mon point d'entrée, puisque quand on parle de la ville de demain, et même déjà la ville d'aujourd'hui, on parle beaucoup de données, données sur les services publics, sur les services urbains, d'interconnexion. Et donc, finalement, par ce point d'entrée-là et ce qu'on appelait à l'époque la Smart City, c'est comme ça que je suis rentrée en contact pour la première fois avec tous ces sujets-là. Et c'est ce qui m'a intéressée, finalement, c'est comment est-ce qu'on construit des territoires demain qui s'appuient sur la donnée et toute la diversité de choses qu'on peut en faire, en tirer pour finalement améliorer in fine la qualité de vie des citoyens et la qualité de service rendu quand on parle du secteur public évidemment. Donc ça, c'est la définition effectivement de la ville intelligente et durable, de la Smart City. Donc vous y croyez d'après ce qu'on entend oui, dans vos propos. Et l'IA, comment vous y êtes arrivé? Par quelle porte, par quelle fenêtre éventuellement? Alors justement, pour reposer un petit peu le contexte, l'IA, c'est pas si nouveau que ça chez Metapolis. Depuis mes premiers pas, on va dire, au sein de l'entreprise, puisque justement cette entreprise a été créée par Fabien Cauchy, notre président, en premier lieu pour accompagner les collectivités dans leur démarche Smart City. Donc c'était ces démarches-là qui étaient au cœur de toute l'action. Et moi, je suis arrivée donc 4 ans après la création, mais c'était toujours l'ADN à l'époque de notre action. Et l'IA s'inscrivait déjà dans ces initiatives, en fait, dans plein de formes différentes, plus classiques que l'IA générative qui a explosé, on va dire, depuis quelques années. Il y avait de l'IA prédictive, il y avait de l'IA qui était embarquée dans tout ce qui était IoT, donc les capteurs, les caméras, et qui était mis en place par les collectivités territoriales et même encore plus souvent par leur délégation de services publics dans l'optimisation des services urbains. Donc finalement, ces sujets-là, ils étaient déjà présents. Évidemment, 2022 arrive, l'IA générative vient bousculer un peu tout ça, ça ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de l'IA au service du secteur public, et c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Déjà parce que ça touche un volume d'agents qui n'est pas le même. Avant, c'était des agents métiers très spécialisés sur justement les services urbains, et là, on touche l'entièreté des agents, des élus et de tout l'écosystème du service public. Et puis, les risques ne sont pas tout à fait les mêmes. Les enjeux, les risques derrière, notamment en matière de protection des données, de par le fait qu'on touche un nombre plus grand d'agents, sont évidemment à traiter de manière un petit peu différente. Et c'est pour ça que nous, l'IA générative, depuis déjà 2023, on la voit comme un objet un peu à part. Souvent, on traite les deux de manière assez différente. Donc nous, dès 2023, on s'est mis en ordre de marche justement pour accompagner les acteurs publics sur cette nouvelle transition, qui n'est pas la même que ce que les IA classiques pouvaient amener. Il y a des enjeux de sensibilisation aux risques, aux opportunités, et puis après il y a des enjeux aussi d'encadrement des démarches, d'outillage, de pilotage des expérimentations et des déploiements, sur lesquels on retrouve certains aspects qu'on pouvait trouver dans l'accompagnement de projets d'IA classiques, mais il y a des petites distinctions. Et ce qui est peut-être intéressant de noter aujourd'hui, c'est qu'après, du coup, on est à
on est à 3 ans, 4 ans du début de ces IA-là. On en revient à des accompagnements qui se remettent à traiter l'IA de manière plus générale. Avant, on avait vraiment cette distinction, on s'est focus très fortement pendant plusieurs années sur l'IA générative, et là, on a des collectivités qui nous demandent finalement de réexplorer le potentiel de l'IA en repartant des besoins métiers et des usages, et après qu'on leur mette en fait en face des IA génératives ou d'autres IA plus classiques, c'est pas la question. C'est un outil au service des usages et on revient vers ce type d'accompagnement-là aujourd'hui. Donc on voit aussi que la maturité s'est développée sur ces sujets. C'est intéressant ce que vous dites, effectivement, c'est ce retour finalement un peu à la raison sur l'IA et sur finalement les finalités métiers. Alors vous commencez le livre blanc finalement par un grand état des lieux de ce que vous avez vu, de ce que vous voyez en fait chez vos clients, et notamment ce constat partagé désormais, mais que vous avez pu voir en direct du shadow IA, de l'IA qui était pas trop divulguée, donc qu'on cachait un peu en termes d'usage. Comment aujourd'hui vous voyez les choses dans les collectivités, encore une fois, du point de vue de ce sujet du shadow IA? En fait, ce qui nous semblait important nous de souligner dans le livre blanc, c'est le fait que justement cet intérêt pour l'IA générative, ça relève pas seulement d'un choix volontariste ou d'un enthousiasme technologique, c'est vraiment parce que l'IA est déjà dans les pratiques d'un certain nombre d'agents et que les acteurs publics n'ont pas vraiment le choix que d'adresser ce sujet-là, ne serait-ce parce que ça comporte un certain nombre de risques. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques universelles. On a cité dans nos travaux les productions du Laboria, donc le laboratoire de l'INRIA qui travaille spécifiquement sur ces questions de l'IA dans les organisations. Et même cet organisme-là n'avance pas de chiffres précis. Cela étant dit, nous, dans nos observations, ce qu'on retrouve, c'est généralement entre 10-15% d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire des utilisateurs qui utilisent quotidiennement ou quasi quotidiennement l'IA, et puis environ 40% qui l'utilisent de manière ponctuelle, mais quand même assez régulière. Donc, ce qui est déjà énorme pour une technologie qui, finalement, n'est pas si vieille. Et c'est pas étonnant non plus, parce que les métiers du secteur public, par essence, sont particulièrement concernés. Il y a une grande partie de ce qu'on appelle les cols blancs, je vous apprends rien, donc des agents publics dont le travail quotidien consiste à manipuler de la donnée, la collecter, l'analyser, l'exploiter, communiquer autour de cette donnée, et donc c'est tout un panel de tâches qui sont directement impactées finalement par l'IA générative. Et Ian Ferguson, justement, du Labor IA, il enjoint un peu tout le monde à prendre le shadow IA comme une opportunité finalement. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là. Bon, certes, on l'a pas maîtrisé, et il faut s'en saisir, il faut savoir le mettre dans le bon sens finalement. Ça, c'est une conviction que vous partagez ? Oui, exactement. Alors en fait, c'est d'ailleurs très intéressant. On l'a repris dans notre livre blanc. Il a fait un SWOT. Donc en fait, pour bien montrer. SWOT, il faut expliquer ce que c'est. Alors donc le SWOT, donc c'est les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités. Et pour moi, ça montre bien ça. C'est qu'en fait, c'est pas que du négatif, c'est pas que du positif. Il y a un peu de tout. Il y a des forces sur lesquelles il faut s'appuyer. Il y a des menaces à maîtriser. Et effectivement, je suis plutôt d'accord avec Ian Ferguson sur ce point, c'est-à-dire qu'en fait, l'IA est là dans tous les cas. On a vu un certain nombre de collectivités essayer d'enrayer le processus. Ça n'a pas forcément donné des résultats très probants. Oui, les premiers arrêts sur image direct n'ont pas donné grand-chose, effectivement. Voilà. Et donc, non, je pense qu'en fait, les usages sont là, et autant s'appuyer sur les personnes qui sont intéressées, qui ont une appétence pour l'IA et qui ont envie de tester, de voir comment l'IA peut améliorer leur quotidien, leur travail, l'efficacité, le service rendu. En fait, tant qu'il y a des gens qui s'y intéressent, autant essayer de s'appuyer sur ces énergies-là pour essayer d'en tirer justement de nouvelles pratiques. Vous parliez là des cols blancs. Finalement, oui. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Ça concerne quel métier ? Quels métiers s'en saisissent finalement de ces nouveaux outils ?
Alors, en grande partie, les fonctions administratives, forcément, puisque c'est exactement là où l'IA peut apporter des choses. Mais finalement, quand on fait... Donc, nous, on fait beaucoup de séminaires auprès de différentes collectivités, donc des séminaires d'acculturation, de formation. Et on se rend compte qu'il y a parfois des personnes qu'on ne s'attendait pas forcément à voir, qui ont des métiers un peu plus dans la pratique. Je pense, par exemple, au personnel qui s'occupe des voiries ou ce genre de choses. Et en fait, ils ont... pour certains, cette appétence-là quand même d'apprendre, ils le voient peut-être dans leur vie personnelle aussi, leurs enfants, leurs tantes, leurs cousins qui utilisent ces outils et ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de s'en saisir. Et donc finalement, bon, c'est pas les métiers qui vont être peut-être le plus touchés directement, mais on a des personnes de tout horizon dans les collectivités qui s'intéressent à la question de l'IA et je pense qu'il faut s'appuyer sur tous ces métiers-là. Et ils font émerger des cas d'usage particuliers. Vous parlez de séminaires, j'imagine que c'est des séminaires un peu de brainstorm de comment on utilise l'IA, comment on pourrait la mettre à notre service. Vous voyez arriver des cas d'usage particuliers de ces métiers un peu plus techniques finalement ? Alors, il y en a quelques-uns. Après, j'en ai pas vu en déploiement encore. Enfin, on reste beaucoup sur des usages qui restent sur la partie administrative. Mais il y a des idées. Il y a des idées au niveau du traitement, par exemple, des signalements. Alors, on a des IA plus classiques qui sont déjà sur ces éléments-là. Mais pour avoir du reroutage automatique quand un signalement arrive et un traitement automatisé de la réponse qu'on envoie à l'usager pour lui dire, voilà, on a bien traité votre signalement sur des de ce type de traitement de signaux faibles. On a des choses dans plein de domaines différents et encore une fois, on arrive à une espèce de fusion entre des IA génératives et des IA plus classiques. Donc là, par exemple, on accompagne des DGA dans des travaux justement par métier autour des cas d'usage et si on repart finalement des usages et des pratiques, on a des besoins en face desquels on est en mesure de faire ces mix entre des IA classiques, des IA génératives, et c'est ça qui est intéressant. Et vous avez eu des surprises dans ces cas-là ? Vous avez eu des moments où vous vous êtes dit ah oui, ça, on n'en aurait pas pensé, et peut-être même les participants non plus, avant le séminaire, et tout d'un coup, parce qu'ils se sont un peu confrontés les uns aux autres, ça a donné lieu à des idées un peu nouvelles par rapport au métier. Déjà par le fait, alors moi les surprises forcément parce qu'on connaît évidemment un petit peu les métiers du secteur public de par notre fonction, mais on n'est pas dans le quotidien et dans le dur de chaque métier, donc en fait on voit pas, nous notre rôle c'est vraiment d'animer ces réflexions, mais c'est eux qui ont la connaissance de leur métier et quand on leur explique finalement, puisque vous demandiez la nature des séminaires, on est beaucoup dans de l'acculturation, on explique ce que ça fait, ce que ça peut faire et derrière c'est eux qui arrivent avec leurs idées puisqu'ils comprennent, puisque ça c'est possible avec l'IA, est-ce que ça s'appliquerait pas à telle ou telle procédure métier donc voilà, c'est eux finalement qui viennent avec des cas d'usage. Et dans votre livre blanc, assez rapidement finalement, vous évoquez les gains potentiels et puis surtout la manière de les évaluer. Parce qu'en fait, on est un peu finalement arrivé à ce temps-là de l'IA, on a beaucoup découvert, on a beaucoup testé, et puis vous le disiez, finalement, on revient un peu les pieds dans la terre, quoi, en se disant, bon, alors qu'est-ce que ça nous apporte ? Et aujourd'hui, il y a des méthodes pour évaluer ou pour préévaluer finalement le gain. Alors, oui, il commence à y avoir des initiatives, des méthodes. Elles sont plutôt isolées. Enfin, il n'y a pas une méthode. Après, cette question de l'évaluation, elle est assez complexe. Déjà parce que l'IA générative, elle suscite des attentes assez fortes, voire des fantasmes. Et puis que les acteurs de l'IA s'échinent à nourrir ces fantasmes-là. On peut le voir il y a quelques jours à Davos, les promesses des leaders de l'IA. C'est quand on est dans les sujets, plutôt dans le dur des sujets, on voit qu'on est vraiment, vraiment encore loin de ce qu'on promet. C'est beau le marketing. Ouais, c'est ça. Et le retour sur investissement de l'IA générative, ou les gains plus globalement, ils sont assez difficiles à objectiver, en particulier dans le secteur public, où déjà ça va varier forcément en fonction des contextes, de la maturité des organisations, de la qualité des données disponibles, et puis qu'on va aussi aller chercher des gains non financiers, l'amélioration de l'efficacité, l'accessibilité du service public, tout ça c'est des choses qu'on a du mal à quantifier.
Les organisations manquent encore aujourd'hui, c'est assez récent tout ça, sur le temps long des technologies, on est quand même sur une révolution qui se passe très très vite. Donc il n'y a pas encore de méthodologie très cadrée. L'AFNOR a posé quand même quelques... voilà, l'AFNOR a posé des bases maintenant, mais il va falloir les essayer, tenter de mettre ça en pratique. Appliquer, oui. Voilà, c'est ça. Et voilà, avoir des référentiels partagés qui peuvent outiller là-dessus, puisque aujourd'hui c'est encore au début de cette tentative d'évaluation. Et puis à ça s'ajoutent quand même des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'il y a un effet wow de l'IA. Et beaucoup d'utilisateurs vont avoir tendance, si on fait du recueil qualitatif de données, à surestimer ce qu'elle peut apporter. On a donné quelques exemples dans le livre blanc, notamment l'exemple d'une étude qui avait été conduite par un laboratoire qui mettait en conditions réelles des développeurs expérimentés, qui leur donnait un outil d'IA générative, et en fait, ils estimaient avoir été 20% plus efficaces, alors qu'en réalité, ils avaient été 20% moins efficaces. Donc il y a vraiment ce biais, ce décalage entre perception et performance réelle, qui souligne la nécessité d'avoir un cadre très précis, méthodologique, de mesure des résultats. Il faut définir ce qu'on en attend, déjà, en amont. Qu'est-ce qu'on attend de l'IA? C'est quoi les objectifs précis? Ça, c'est votre travail avec vos clients, j'imagine. Effectivement, on aide à construire cette grille déjà d'évaluation en amont du lancement d'un POC ou d'une expérimentation, mais aussi en aval, avant la généralisation. Est-ce qu'on a rempli les objectifs? Est-ce qu'on est satisfait de ce que l'IA apporte? Puisqu'il y a aussi le droit de donner un no-go, de dire on n'y va pas, finalement ça remplit pas assez les attentes aujourd'hui, soit parce que le cas d'usage n'est pas assez mature, l'outil n'est pas adapté ou autre, mais il faut se donner ce droit-là évidemment. Et puis voilà, il faut arriver à distinguer demain. C'est un des gros enjeux, je pense, des expérimentations qui ont du potentiel et sur lesquelles il faut continuer à mettre des efforts, de l'énergie, des investissements. Et puis les usages qui vont être inutiles ou coûteux financièrement, parce que l'IA reste un sport de riches. Et puis coûteux écologiquement aussi. On en parle dans notre livre blanc. Voilà, c'est pas neutre de mettre en place ces outils-là. Le numérique, de toute façon, n'est jamais neutre. Mais voilà. Et donc, si on se met sur le chemin, là, le livre blanc aussi nous met sur le chemin de l'IA, et notamment je pense qu'on peut dire que c'est un peu une IA d'intérêt général aussi que vous voulez promouvoir finalement avec ce livre blanc. Nous on y tient beaucoup ici. C'est quoi finalement les premières étapes du bon chemin vers cette IA et vers cette construction d'une démarche IA pour vous? Vous avez reçu récemment quelqu'un qui a travaillé sur le livre blanc de l'AFNOR. Eux, ils sont rentrés beaucoup plus dans le détail, justement, point par point de ces étapes. Ils les ont détaillées et ça me semble être un bon point de départ. Pour le coup, on ne dit pas grand-chose de plus que ce qu'ils disent, c'est-à-dire sensibiliser, faire un état des lieux de comment utiliser l'IA dans la collectivité et ce sur quoi on peut se baser, quels sont les risques également. À titre d'exemple, par exemple, la région Occitanie récemment a fait passer auprès de ses différents prestataires un questionnaire qui leur permet de faire un état des lieux des outils d'IA qu'il va y avoir dans les marchés. Parce que ça, c'est quelque chose qui est plutôt obscur. On voit beaucoup d'éditeurs qui mettent des fonctionnalités d'IA sans forcément le faire de manière tout à fait transparente. Donc ça peut être le type d'initiative qui nous semble être un bon point de départ. On allait identifier là où il peut y avoir des risques ou des choses à surveiller. Et puis ensuite, expérimenter. Se donner un cadre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, se donner un cadre clair d'expérimentation. On n'expérimente pas comme ça, on met un outil. Ça suffit pas, en fait. Il y a vraiment besoin d'un accompagnement des agents, à la fois parce qu'en fait, si on met un outil complexe, parce que ces outils d'IA générative généraux, on va dire, sont complexes. Ils sont pas si simples que ça. C'est pas si simple. Il y a tout un art autour du prompt, etc. Et si on le met dans les mains de quelqu'un qui n'a jamais utilisé ce type d'outil, qui n'a pas les bases du prompt, en fait, il va tester quelque chose, ça va pas être satisfaisant, il va laisser tomber. Donc, il faut avoir un cadre. On a des expérimentateurs, on a des objectifs, on sait ce qu'on veut que l'IA nous apporte. Et puis, à quelques mois, quelques semaines, j'allais dire années, mais ça commence à faire beaucoup,
coup, après, on se pose et on fait le bilan et on continue à accompagner ces utilisateurs-là. Donc c'est finalement l'humain qu'il faut accompagner. Du coup, comment on accompagne justement cette montée en compétences ? Est-ce que vous avez vu des pratiques, des bonnes pratiques de ce point de vue-là? Est-ce que j'ai lu dans votre livre blanc que vous aviez accompagné un client entre guillemets en décortiquant une fiche de poste au regard de ce que ça voulait dire de la fiche de poste par rapport à l'IA et comment l'IA pouvait finalement rentrer en résonance avec cette fiche de poste. Ça, je suis très curieux de voir. Enfin, vous m'expliquez comment vous faites et comment ça fonctionne, ça. Alors, on n'a pas tout à fait accompagné ces travaux-là. En fait, dans le cadre de notre mission d'accompagnement de généralisation d'une plateforme d'IA générative, c'était Delibia en l'occurrence, on a rencontré Laurent Dourieux du département des Pyrénées-Atlantiques qui a travaillé sur l'impact théorique de l'IA sur les métiers avec des indicateurs chiffrés. Et pour ça, il s'est basé sur une nomenclature ISCO 08 qui recense plus de 4000 métiers. C'est une nomenclature qui est basée sur les travaux à l'origine de l'Organisation internationale du travail, on en parle aussi dans le livre blanc, qui va évaluer finalement la sensibilité, le degré d'exposition des emplois à l'intelligence artificielle de manière très théorique. Mais ça permet de réfléchir à plusieurs échelles, à une échelle très fine par métier, à une échelle de groupe de métiers et à une échelle assez large de catégories de fonctions, pour aller identifier les tâches et les métiers les plus exposés. Et finalement, au-delà des chiffres qui en ressortent, cette méthode, elle propose vraiment un cadre d'échange et de réflexion qui va permettre d'aller prioriser les actions de formation. On va se dire, on va pas intervenir auprès de tout le monde, déjà ne serait-ce que parce qu'on n'a pas l'énergie de le faire. On va aller cibler les personnes qu'il va falloir accompagner parce qu'on sait qu'il y a des évolutions qui vont les impacter et il y a un vrai accompagnement au changement à construire autour de ça. Cette approche, elle nous semble très intéressante. On l'a pas accompagnée directement, mais par contre, ça c'est vraiment un de nos points d'intérêt, un sujet qui nous motive beaucoup. Et d'ailleurs, si je peux utiliser ce micro pour faire un appel à tout chercheur qui aurait un intérêt à travailler sur ces questions-là. Nous, on a déjà eu 2 chercheurs en thèse chez Metapolis et on aimerait beaucoup que la 3e soit sur la thématique de l'intelligence artificielle et en particulier sur les impacts RH métier de ces transformations à venir. Donc voilà, c'est vraiment des sujets qui nous intéressent énormément. Avec plaisir pour relayer cet appel. Effectivement, on aura peut-être un des 2 doctorants dont vous parlez à ce micro prochainement, parce qu'effectivement, vous hébergez finalement, vous permettez aussi cette recherche avec vos travaux. Si on devait conclure ensemble sur un accompagnement qui vous a particulièrement marqué dans ce domaine-là et qui vous a particulièrement enthousiasmé, est-ce que vous pourriez nous partager un exemple en nous disant pourquoi ça vous a enthousiasmé, pourquoi cet usage de l'IA était intéressante? Qu'est-ce que vous nous diriez? Oui, vous, au sens Metapolis, je pense que certaines des missions les plus intéressantes qu'on a pu être amené qu'on est d'ailleurs toujours amené à faire, c'est auprès des régions, puisqu'on accompagne des programmes IA de la région Île-de-France et de la région Occitanie en l'occurrence. Et là, c'est vraiment des projets qui sont très intéressants parce qu'on touche à tout. On touche effectivement à cet accompagnement en changement, on touche à la manière de mener des expérimentations, on touche au cadre. Donc voilà, mais alors là, je suis pas la bonne personne pour vous en parler puisque ma collègue... Vous n'avez pas tout fait. Oui, voilà, exactement. Puis ma collègue éponyme Léa est la pièce maîtresse de cet accompagnement, donc je lui laisserai répondre aux questions en asynchrone s'il y en a sur cet accompagnement-là. Après moi, des accompagnements que j'aime beaucoup parce que j'ai ce côté théorique que j'aime bien sur le cadre à donner. Donc moi, j'accompagne des départements surtout, mais aussi d'autres organisations, notamment des OPSN, sur le cadre éthique à donner à l'IA. Donc ça peut aller de la doctrine, presque de la stratégie politique, administrative autour de l'IA, jusqu'à du très concret, du règlement des usages. Donc on va aller dire aux acteurs, voilà, ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit, on vous le déconseille, il y a des risques.
Et vous avez raison, ça fait partie aussi des éléments de ce domaine d'IA qui peuvent être passionnants, l'éthique et le réglementaire. Oui. C'est l'heure de conclure déjà. Merci Léa d'être venue présenter le livre blanc de Metapolis sur l'IA, dont on retrouve les références en description de cette émission. Merci d'avoir partagé vos expériences, vos missions, vos clients, vos passions sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation. Et merci à vous, chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode, manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.